En 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Ça fonctionne? Oui. Alors bonjour, bienvenue à ce 26e débat de la Cité de la Réussite, placé sous le signe du partage. Mon nom est Laurence Lemoine, je suis journaliste au magazine Psychologie et je suis très heureuse de participer à cette réflexion avec vous sur le vivre ensemble. Comment construire la cohésion sociale? C'est un très beau programme, c'est un gros programme. Et les gens qu'on va accueillir tout à l'heure œuvrent chacun de leur côté de manière très engagée pour changer un ensemble qui est très, très difficile à bouger. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est actuellement dans un paradoxe important entre une forte aspiration à vivre ensemble, que vous partagez sans doute, une aspiration à plus de liens, plus de bienveillance, plus de solidarité, d'empathie, et en même temps un monde qui a l'air d'aller un peu dans la logique contraire sans qu'on puisse trop l'enrayer, en suivant des logiques économiques ou politiques ou géopolitiques qui installe de la fragmentation.
Alors, vous savez par exemple que les services publics sont maintenant très démunis pour mener à bien leur mission, que les logiques de rentabilité empêchent vraiment l'État de plus en plus d'assurer son rôle de fédération de la communauté, que le débat actuel sur l'impôt vient justement interroger sa capacité à organiser une solidarité institutionnelle. On se demande s'il s'agit là d'éponger la dette ou de réaffirmer des valeurs républicaines avec un impôt plus exigeant. On voit aussi du côté de l'entreprise comment la crise financière a vraiment endommagé le sentiment des salariés de pouvoir contribuer à un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants, contribuer à la production de biens et de services qui apportent vraiment du bien-être pour tous. Et qu'on voit comment les plans de licenciement laissent sur le carreau des franges grandissantes de la population. Et on a, par exemple, aujourd'hui, près d'un tiers de nos concitoyens qui comptent le moindre centime, pour qui vraiment la frange est fine entre travailler et tomber dans le gouffre, et que le travail ne parvient plus à leur assurer une place dans le système. Du côté de l'habitat, on connaît aussi la situation avec l'augmentation des loyers, l'augmentation des impayés, les ménages les moins aisés qui continuent à être repoussés de plus en plus vers des périphéries de plus en plus lointaines. Le 115 n'arrive plus à faire face aux demandes d'hébergement d'urgence. On voit, je regardais l'autre jour dans le métro, des incitations à aller s'installer dans des petites villes de province en disant la vie sera plus facile, la vie sera moins chère. Donc les gens témoignent de ça avec le sourire en disant qu'ils sont heureux d'avoir franchi le pas, mais malgré tout, il y a un sentiment de rejet, d'exclusion, de devoir faire des choix qui ne sont pas ceux qu'on aurait faits. Et tout ça fait encore le terreau d'un sentiment de précarité et d'exclusion. Et puis, voilà, vous avez peut-être l'expérience autour de vous de voir des gens de plus en plus nombreux qui craquent, qui sont en burn-out, qui sont en inquiétude, qui atterrissent dans des services de psychiatrie où les conditions ne sont pas vraiment réunies pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils échappent au sentiment d'avoir touché le fond, de plus être dans la norme, de plus avoir le bon CV, le bon âge, la force de surnager. Et voilà, donc ça c'est le tableau de fragmentation évidemment pas complet, mais c'est celui dans lequel les intervenants dont vous allez faire la connaissance travaillent aujourd'hui et sont à l'initiative de projets de recréation de liens que je vais vous présenter maintenant en les invitant à nous rejoindre. Donc je vous demande de recevoir chaleureusement Marie-Noëlle Besançon, qui est psychiatre. Psychiatre et présidente de l'association Les Invités au Festin. Je vous en dirai un petit peu plus quand tout le monde sera installé. Bernard Devers. Alors, Bernard Devers est prêtre et fondateur de Habitat et Humanisme. Dominique Lemaître. Directrice du mécénat à la Fondation de France. Et enfin Alain Mergier. Qui est sociologue et sémiologue. Alors, Marie-Noëlle Besançon. Vous êtes psychiatre, vous avez fondé en 1990 l'association Les Invités au Festin, en faveur des personnes qui souffrent d'une exclusion liée à des troubles psychologiques ou des difficultés d'insertion. Cette association comprend plusieurs structures, et notamment la Maison des Sources à Besançon, qui est une expérience tout à fait innovante et alternative à la psychiatrie hospitalière. C'est une expérience qui est emblématique aujourd'hui du mouvement de la psychiatrie citoyenne, dont Marie-Noëlle est vraiment un chef de file. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages donc, sur cette expérience et sur la psychiatrie citoyenne. Est-ce que vous pouvez, en premier lieu, nous décrire la Maison des Sources, nous décrire comment on y vit? Ça marche, oui. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir parler de ce qu'on fait, enfin des invités au festin, parce qu'effectivement, c'est un lieu où on essaye de vivre avec des personnes qui sont vraiment dans les plus rejetées de notre société, parce qu'elles ont des problèmes psychiatriques, des problèmes lourds, et que ceux qu'on dit fous, comme ça, ont toujours été les plus rejetés, parce qu'ils font peur, depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes études et que j'ai découvert l'état de l'hôpital psychiatrique, il y a déjà un moment, hein, je ne compte plus les années, il y a au moins 30 ans, ça m'a fait un choc. Je me dis, mais c'est pas vrai, on est au XXe siècle et il se passe encore des choses comme ça.
Je m'y attendais pas du tout parce que j'allais là-bas avec plein d'amour, plein d'humanisme, plein de ces valeurs citoyennes, justement, ce désir d'être avec les autres, en particulier la fraternité. Et vraiment, je tombais en enfer. Vraiment, j'ai eu un choc et je me suis dit, vraiment, je vais faire tout pour faire sortir des gens de là. Et j'ai appris ensuite qu'on était dans les années 68, la Révolution, et que normalement, on n'aurait jamais dû construire cet hôpital psychiatrique à côté de Besançon. En 68, normalement, c'était la politique de secteur. Si vous savez, s'il y a des gens qui connaissent un tout petit peu l'histoire de la psychiatrie, normalement, on devait remettre les malades au centre de la cité, de la ville, auprès de leur travail, auprès de leurs proches, dans la société. Et en fait, on reconstruisait des hôpitaux psychiatriques. Bon, je ne vais pas la décrire ici, mais en tout cas, ça explique le gros malaise en ce moment de la psychiatrie et de la société. Quand même, le but, ça serait que les gens reviennent dans la société parce qu'on a prouvé que les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas soignants, ou en tout cas que si on voulait qu'ils soignent, il fallait déjà soigner les soignants et l'hôpital, afin de soigner les soignés. Ça, vous riez, mais ça a été une des grandes révolutions dans les années 50, c'était la psychothérapie institutionnelle. Et c'est un mouvement qui est resté quand même que dans certains petits lieux un peu confidentiels, mais qui n'a pas émergé dans toute la psychiatrie. Ce qui fait qu'on arrive maintenant, avec cette politique de secteur, donc remettre les gens dans la société, à faire plutôt des économies, à fermer des lits, à avoir moins de soignants. Et en fait, les gens se retrouvent, comme vous le savez, beaucoup dans la rue ou en prison parce qu'ils ne sont pas suivis et qu'ils prennent par leurs médicaments, ou à la charge de leur famille. Il y a des familles ici, je sais, elles connaissent bien le problème, elles ont vraiment ce problème, on va dire, quand même sur les bras. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi, parce que des gens avaient des problèmes psychologiques, qu'on les exclut comme ça. Au nom de quoi ? Parce que ce ne sont pas des gens plus dangereux que les autres. Hein. Ça, c'est une idée très très fausse qui est sans arrêt ramenée dans les médias quand quelqu'un tue quelqu'un de sa famille ou autre. C'est faux. La plupart des crimes, 99%, sont commis par des gens qui ne sont pas malades, par vous et moi, autrement dit. Donc pourquoi cette stigmatisation par rapport à ces personnes ? Pourquoi ? Je me pose toujours la question. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils sont différents de nous. Ils ont peut-être autre chose à nous dire, ils ont une autre perception de la réalité, de la vérité peut-être. Et toute vérité, vous savez, n'est pas bonne à dire. On est loin d'avoir compris ce que c'était que la folie, loin. On ne le saura peut-être jamais, c'est un mystère. Mais en tout cas, ça fait partie de l'humain. Et un des plus grands psychiatres qui est arrivé à faire fermer les hôpitaux psychiatriques en Italie, parce que c'est un militant acharné, convaincu, Basaglia, dans les années 80, a réussi à faire voter une loi pour fermer les hôpitaux psychiatriques. Il disait, la folie, je ne sais pas ce que c'est. Bon, les psychiatres ne savent pas ce que c'est. Peut-être que les citoyens le savent. Il dit, la folie, c'est de l'humain. Et l'humain, la folie, doit se retrouver dans la vie, pas dans l'hôpital. Donc on a mis ce mot maladie mentale pour expliquer la folie et pour la soigner avec des psychiatres et la mettre dans des hôpitaux. Voilà. Et il faut faire le chemin à l'envers maintenant. Donc c'est ce qu'on essaye de faire très modestement à Besançon, très modestement. Ce sont des tout petits lieux, mais des lieux communautaires, conviviaux, où on est tous à égalité. Il n'y a pas de soignants, de soignés, il n'y a pas de malades, il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'inclus, il n'y a pas d'handicapés. Vous venez, vous ne savez pas qui est qui. Ça pourrait faire peur, mais en fait, ça ne fait pas du tout peur du tout. Parce que quand on ne considère pas les gens comme des malades, mais ils se comportent comme vous et moi. Ils ont des difficultés, certes, mais qui n'en a pas. Donc du coup, ça met tout le monde à égalité et tout le monde s'y retrouve. Ce sont des gens qui ont plein de créativité, plein de richesse, plein de capacités, entre autres celle d'être en relation, plein de capacité à aimer, à être solidaire. Donc qui sont en plein dans la citoyenneté. Et à cause de leur maladie, on les a empêchés d'accéder à cette citoyenneté. Donc nous, c'est des lieux où ils vont oser être en relation avec des gens qui sont avec eux, bienveillants, qui sont là aussi pour recevoir, pour donner et recevoir. C'est un échange, c'est vraiment le partage. Et ça, c'est facteur, puisque c'est de cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que ce sont des bénévoles qui viennent. Il y a des salariés, mais qui ne sont pas des gens spécialisés. La seule qui était spécialisée au début, c'est moi. Et même dans le lieu, je n'étais pas psychiatre. J'étais Marie-Noël, j'étais la présidente, j'étais la maman, tout ce que vous voulez, puisqu'avec mon mari, on a vécu avec eux pendant 10 ans à plein temps.
Et je peux vous dire qu'on s'en sort. On n'est pas, personne ne nous a tapé dessus. Mais ça a été difficile parce que vous savez, la vie communautaire, s'il y en a qui ont essayé de vivre ça, il y a déjà la vie de couple, vous voyez, c'est pas toujours simple. Mais la vie communautaire, ça multiplie les difficultés. Il faut vraiment apprendre à connaître ses limites, à les accepter, à les dépasser, à gérer les conflits. C'est un énorme travail sur soi, ce qui fait que tous ensemble, on chemine, et c'est vraiment une aventure, c'est initiatique, ça apprend la vie. Ça apprend vraiment à se dépasser, ça apprend à accepter, ça apprend plein de choses, et c'est réellement thérapeutique pour tout le monde. Donc ça soigne les gens qui viennent, ça nous soigne nous, ça soigne les bénévoles, ça soigne tout ce qui est autour. Et à Besançon, je peux vous dire, je pense que la maladie psychique, elle est vécue elle est appréhendée très différemment, il me semble, parce que les politiques viennent manger avec nous, tout le monde nous connaît, et on voit plutôt les personnes qui ont ces difficultés plutôt comme des personnalités. Ils ont des personnalités, ils ont vraiment quelque chose, chacun de très particulier, de très singulier, comme on dit. Ils sont vraiment des personnes. Voilà. Donc le but, c'est qu'ils deviennent des personnes qui reprennent toute leur place dans la société avec nous. C'est vraiment vivre ensemble. Alors comment ça se passe ? J'ai peut-être déjà dépassé. Oui. Non, pas du tout, Marinol, allez-y. Je trouvais qu'il y avait un élément qui m'avait touchée quand vous m'aviez expliqué ça, c'était qu'à la Maison des Sources, on ne parle jamais ni de malades ni de patients. Il y a des participants, moi, je peux au même titre que tous. Je ne peux pas dire... Donc, il y a 13 personnes qui vivent là, on vit avec elles, et certaines depuis le début. Pour moi, c'est José, c'est Gilbert, c'est Soraya, c'est René. René était dans la rue pendant 15 ans, à picoler, à faire la manche. Pour moi, je ne peux pas dire que ce sont des malades. Non, je ne peux pas les appeler comme ça. C'est pas possible. Même dire qu'ils sont malades. Pour moi, ce sont des personnes, ce sont des amis, ils font partie de ma famille et ils disent tous c'est une deuxième famille. Et ça, c'est hautement thérapeutique parce qu'on a tous besoin. Les besoins fondamentaux, en fait, on essaye de répondre à ces besoins fondamentaux pour tout le monde. Qu'on soit malade ou pas, on a tous ces besoins-là. C'est aimer, c'est être aimé, c'est être reconnu pour qui on est, c'est appartenir à un groupe, c'est pas être tout seul dans son coin, c'est pas savoir où on est, avec qui on est, et c'est être utile aux autres. Voilà, ça c'est les 5 besoins fondamentaux. Et je pense qu'à notre petite échelle, et je pense qu'il faut des petites échelles justement, et qu'il faut plein de petites oasis comme ça, d'amour, de partage, de solidarité, de citoyenneté, puisque on veut faire de la psychiatrie citoyenne. Il faut des lieux comme ça et que ça s'étende. Et c'est vraiment ça qui redonne leur place aux personnes. Voilà. Donc il y a plein d'activités. Voilà. Est-ce que l'administration vous demande des comptes ? Mais vous savez, c'est très simple. C'est très simple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, point. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens seuls dans la rue, un beau jour vous vous rendez compte de ça, si vous ne faites rien, vous ne pouvez plus vous regarder dans la glace. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Après, pour faire une maison, là, c'est un parcours du combattant, c'est la croix et la bannière, donc il faut vraiment être hyper déterminé. Mais si vous avez au départ la passion de faire ça, l'énergie, la révolte à la base, l'indignation qui va à la révolte et qui va au fait qu'on fait quelque chose, on ne se contente pas d'être indigné, on fait. Après, il faut payer de sa personne. Je crois qu'il faut un engagement, mais sinon, vous-même, vous n'êtes pas heureux si vous ne collaborez pas. On a un corps social, si vous avez mal quelque part, vous êtes bien obligé d'en tenir compte. Donc vous ne serez plus jamais tranquille si vous ne vous engagez pas. Voilà. Je demandais, est-ce que l'administration vous demande des comptes et vous êtes en mesure de montrer comment dans votre lieu, en fait, la survenue de crise est beaucoup moins fréquente, la consommation de médicaments est beaucoup moins élevée. Est-ce que on a montré tout ça parce que cette maison, ça fait 12 ans maintenant qu'elle existe et on a montré tout ça. Elle est connue, elle est reconnue. On a eu des prix, Fondation de France, Ashoka, sélection entrepreneuriat social, etc. Le gouvernement, bien sûr, nous connaît, trouve que c'est exemplaire et pionnier, comme ils disent souvent. À part ça, pour avoir les financements qui vont avec, vous savez très bien, c'est continuer comme ça, ne nous demandez pas trop grand-chose. On va quand même pas financer de la citoyenneté. Voilà, notre problème, c'est ça. C'est qu'on appelle les citoyens que vous êtes à vous engager. Mais ça n'empêche pas que l'État doit, à son niveau, ne pas se désengager, lui. Il faut qu'à tous les niveaux, il y ait un engagement. Donc, on a extrêmement peu de financement. On s'autofinance à 2%, aux 2 tiers,
ou 2/3, c'est quand même beaucoup, 75% on s'autofinance. Donc on a un statut de maison relais qui est un agrément de l'État. Pour les ouvrir, il faut l'agrément. Et c'est très difficile quand même maintenant de construire des maisons. Le père Devers, qui est là à côté de moi, il fait aussi des maisons relais et il sait aussi que c'est difficile et de plus en plus difficile, surtout pour les malades psychiques, parce que tellement peu de gens veulent s'en intéresser et ça vient après bien d'autres difficultés. Laurence, vous adressez un panorama quand même très négatif de ce qui se passe en ce moment en France. Vous voyez, donc à notre niveau, la maladie psychique, c'est vraiment le parent pauvre. Déjà en médecine, hein, quand vous êtes psychiatre, c'est quand même pas terrible, c'est pas des vrais médecins. Donc les malades psychiques, si on n'en avait pas, on s'en passerait quand même. Donc c'est quand même pas là qu'on va porter les efforts les plus virulents. Merci Marie-Noëlle. Bernard, vous êtes prêtre. Vous avez d'abord fait une très belle carrière dans l'immobilier puisque vous aviez créé votre propre société de promotion immobilière. Et puis, à mesure que vous avanciez dans votre parcours théologique, vous avez pris conscience de l'injustice qui régnait dans le domaine du logement et vous avez décidé de réunir votre talent immobilier et votre soif de justice pour créer Habitat et Humanisme et lutter contre le mal logement. Alors, est-ce que vous pouvez vous aussi nous expliquer comment ça fonctionne? Ce n'est pas une association, c'est une société en SCI avec une épargne solidaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et ce que vous faites? Alors, ça fonctionne, c'est plus compliqué finalement que c'est présenté parce que c'est bien une association. Ben, c'est une fondation. Et au sein de cette fondation, elle a créé en fait des outils économiques à vocation de solidarité. La finalité, c'est ce que vient d'évoquer Marie-Noëlle dans la difficulté de l'acte de construire, c'est comment bâtir pour que des personnes précisément puissent se construire ou se reconstruire. Le drame de la ville, le drame des villes, c'est que, notamment les grandes agglomérations, c'est qu'elles se construisent, elles se développent finalement à partir d'une situation où les populations les plus fragilisées sont toujours éloignées. Étalement des villes pour entraîner l'éloignement des plus pauvres. C'est le docteur Xavier Emmanuelli, qui est le fondateur du SAMU social, qui dit qu'il y avait colère, et justement avec colère, il dit mais il y a dans ce pays, il y a dans nos pays, dans nos sociétés, il y a des hommes et des femmes qui sont illégitimes, au point que finalement, ces personnes sont renvoyées dans un ailleurs. C'est Jean-Marie de Ménac, le philosophe, qui dit le sujet, c'est pas de penser contre ou de penser ailleurs, mais c'est de penser là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et sans doute, d'ailleurs, ce matin, dans nos relations, dans nos échanges, nous allons essayer de voir un petit peu où ça fait mal et comment on peut tenter, en fait, de faire en sorte que ce malheur, quand on parle maintenant très couramment, en fait, du mal logement, le mal logement, c'est un malheur. Mais malheureusement, il faut constater que finalement, ce malheur, on s'y habitue. On s'y habitue. Donc, comment briser finalement cette spirale de l'indifférence? Et donc, c'est ainsi qu'est né Habitat Humanisme il y a maintenant presque 28 ans. C'est comme toujours les opérations, finalement, les projets, ils naissent toujours de rencontres. Et cette rencontre, d'ailleurs, elle n'est pas du tout à mon avantage. Je vais dire les choses un peu simplement, mais il s'agit d'être vrai. J'achète un immeuble qui doit être pour le réhabiliter dans un quartier qui était en pleine transformation sociale. Et puis cet immeuble est occupé par des personnes ou âgées ou issues du quart-monde. Et naturellement, pour pouvoir réhabiliter cet immeuble, il faut pouvoir reloger ces personnes. Et une de ces personnes fait une tentative de suicide. Les voisins m'appellent, etc. Il y a une solidarité entre eux. Je vais à l'hôpital. Et cette femme me dit ah oui, je savais bien que vous alliez me reloger, ça. Je savais que vous alliez me reloger. Mais voyez-vous, me dit-elle, il y a une chose que vous ne saviez pas ou que vous ne vouliez pas savoir,
c'est que finalement, ce logement, bien sûr, pour vous, par rapport à ces normes, etc., c'est un immeuble, c'est un logement vétuste. Et alors, me dit-elle, et alors, à partir de ce logement, finalement, j'ai la possibilité d'avoir des relations, encore quelques relations, ces relations qui font vivre. Nous nous rappelons les mots de Bachelard. Et finalement, et puis elle a cette formule, avez-vous avec votre argent, il est vrai que vous pouvez déplacer les personnes. Un coup de poignard, mais finalement, un poignard qui va m'aider, qui va être pour moi, en fait, à un moment, une sorte d'électrochoc pour dire, en fait, il faut absolument penser autrement l'acte de construction. Entreprendre autrement. Difficile dans ce monde de l'immobilier, d'entreprendre autrement, mais toujours difficile finalement de concevoir, d'imaginer un autrement dans l'acte d'entreprendre. Et c'est bien, alors Habitat Humaniste n'a pas apporté la réponse, bien évidemment, ça se saurait. Mais on est au moins un laboratoire, et au cœur de ce laboratoire, comme dans tout laboratoire, il y a des chercheurs. Essayez de trouver de nouvelles réponses. Au fond, on sortira de cette crise du logement, dont on parle quand même depuis plus de 60 ans. Et cette crise qui résiste, qui nous résiste, cette crise aussi à partir qui a une singulière actualité, dramatique actualité. Et il me semble alors qu'il y a cette invitation à imaginer, nous sommes appelés les uns et les autres à de la créativité. Alors, la première démarche au sein d'Habitat Humanisme, on se présente comme étant une association de résistance. Résister, c'est dire non. Au fond, c'est assez facile de dire non. Et à quoi Habitat Humanisme dit non ? Bien, on dit non à un logement qui sépare, pour essayer précisément que la ville ne soit pas le lieu d'un marquage social. Non à un logement qui focalise, un habitat qui focalise les pauvretés, les situations de détresse, au point que précisément, reprenons ce mot ici qui nous réunit, la réussite, lorsque finalement cette détresse est tellement importante, elle est de tous côtés, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour rester à la fois dans cette mésestime de soi-même. Ça, il faut faire très attention. Il me semble que toute la question précisément de la pauvreté, elle est aussi liée à des situations à partir desquelles on est submergé par cette difficulté de pouvoir s'en sortir. Et à un moment, en fait, on baisse les bras, mais en baissant les bras, il y a aussi un sentiment d'échec. Où est l'échec ? Pas là précisément où on le croit. Il y a une société qui fabrique des situations d'échec. Et donc, devant ces situations-là, naturellement, il faut pouvoir bouger, faire bouger ces lignes, comme Marie-Noëlle l'évoquait. Donc, dire non à ce logement qui focalise ces détresses, qui sépare, et puis bien sûr, un non au fait que trop de nos contemporains ne parviennent pas à trouver un logement décent. Quand on a dit non, on voit bien en fait ce qu'on ne veut pas, mais ensuite, encore faut-il mettre les conditions d'une certaine réussite. Je fais attention à ce mot de réussite. Nous ne sommes pas dans la réussite au sein d'Habitat Humanisme. Voilà, dans les choses simplement. La réussite, pour Habitat Humanisme, c'est le jour où on pourra dire finalement, vient l'heure de s'effacer. On n'a plus d'utilité sociale. Malheureusement, on n'en est pas là. Donc c'est là que vous l'avez évoqué, on n'est pas donc là, on n'est pas resté dans l'ordre d'une association, on est resté finalement, on a mis en place, mais en fait sous l'égide naturellement d'une structure associative qui a évolué, une fédération, une fondation, des outils économiques, et on est un peu avec l'ADI, en fait notamment un peu les pionniers de l'économie solidaire, de cette économie sociale et solidaire. Alors, je ne vais peut-être pas être trop long maintenant, mais quand même dire quelques mots par rapport, en fait, à cette question de l'économie sociale et solidaire. D'essayer de susciter dans ce pays une épargne solidaire,
L'épargne, c'est le fruit du travail, c'est parfois le fruit aussi du patrimoine, et c'est aussi la résultante d'économies. Et on parle assez volontiers dans le langage courant de dire finalement ce sont des économies de précaution. Et donc dans cette approche de l'économie de précaution, il y a une sorte d'attention, de veille à un avenir. Cet avenir peut être difficile. Et voici que des hommes et des femmes se disent mais cet avenir peut être difficile, peut-être pour nous, en tout cas il est déjà difficile, incroyablement difficile, pour des hommes et des femmes qui n'ont rien, dont le reste, non pas le reste à vivre, mais le reste pour vivre, est parfois négatif. Et donc il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle a été fortement développée avec la crise financière, qui est devenue une crise économique et qui va devenir une crise sociale, qui risque de devenir, si on n'est pas déjà dans l'ordre d'une crise sociale. Comment finalement sortir de deux oukases dans l'économie, l'oukase de la financiarisation et l'oukase aussi des résultats maximum dans un délai minimum. L'épargne de solidarité, elle est portée par des hommes et des femmes qui disent précisément « nous attendons autre chose de notre épargne ». On pourrait appeler cela finalement les dividendes de l'espérance. Ces dividendes de l'espérance, c'est à partir des placements, à partir desquels on attend d'abord de l'action engagée au sein d'entreprises qui soient des actions qui permettent d'inclure davantage. Cette épargne de solidarité, quand on a commencé, elle n'existait pratiquement pas. Et on nous a dit, mais vous c'est complètement de l'utopie. L'utopie, mais là aussi, et alors? N'ayons pas peur de l'utopie. Ne restons pas dans l'ordre de la prudence, de cette prudence qui égare et qui nous égare. L'utopie, c'est faire naître des lieux qui n'existent pas encore, mais qui sont ô combien nécessaires. Cette économie, cette épargne solidaire qui entraîne une économie de la solidarité, enfin, qui autorise cette économie de la solidarité, elle représentait il y a 10 ans 40 millions. Aujourd'hui, au 31 décembre 2011, elle était de 3 milliards 500 millions. Elle représente actuellement 0,10% de l'actif des ménages, en supprimant naturellement tout ce qui est en fait les actifs immobiliers. Donc l'argent qui est placé. Il y a par exemple 1400 milliards actuellement dans les contrats d'assurance vie. 1400 milliards. Et donc toute la démarche, c'est de faire en sorte qu'on passe de 0,10%, et ce 0,10% de l'épargne des Français, donc a été multiplié au titre de l'épargne solidaire par plus de 10 en quelques années, avec une progression forte sur ces 2 dernières années, en raison précisément de la crise qui booste et qui finalement fait surgir la question quel sens donner à son épargne? Quel sens donner à une activité économique? Et on sent bien d'ailleurs que le nombre de jeunes qui sont à HEC, qui sont à l'ESSEC, qui peuvent être ici à la Sorbonne, qui se posent la question, mais j'entends avoir une activité qui soit une activité de sens. Et là, nous détenons finalement des clés qui sont des clés d'ouverture d'une société, d'ouverture pour nous naturellement, d'ouverture de portes. De passer de 0,10% de cette épargne des Français à 1%, c'est quand même pas finalement quelque chose de tout à fait, c'est pas excessif, c'est pas impossible. Et en tout cas, à ce possible, nous sommes appelés. Alors au cours de la discussion, j'évoquerai, je trouve qu'il y a des choses tout à fait intéressantes, par exemple, au niveau on est passé en fait des structures associatives à des structures qui sont aujourd'hui de plus en plus
des entités de l'entrepreneuriat social, ou on pourrait dire simplement même de l'entrepreneuriat. Parce que le mot social, finalement, dès lors qu'on entreprend, on n'entreprend pas tout seul, on entreprend ensemble avec d'autres. Et par là même, il y a une approche qui est une approche sociale. Je trouve tout à fait intéressant, par exemple, actuellement, la réflexion d'un certain nombre de juristes sur la société commerciale et puis l'entreprise. La société aujourd'hui, celui qui détient en fait des titres d'une société, surtout si ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse, finalement, du jour au lendemain, ils peuvent vendre leurs titres. Mais la responsabilité d'une entreprise, elle est infiniment plus forte, notamment par rapport à la responsabilité par rapport aux salariés. Et si la société existe juridiquement, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est une réalité, le concept de l'entreprise n'existe pas sur le plan juridique. La société, elle est définie par l'article 1832 du Code civil. Il y a un grand commercialiste qui s'appelle Jean Ripert qui dit que le monde est peuplé d'êtres nouveaux qui ne sont pas comptés dans le dénombrement de la population et qui pourtant sont aussi vivants que des êtres physiques. Seulement, on n'a dénombré qu'une partie de ces êtres nouveaux, des sociétés, et on a laissé de côté, sur un plan juridique, l'entreprise. Et il y a toute une réflexion actuellement sur comment donner un statut à l'entreprise. Et peut-être alors qu'il y aurait tout à fait une invitation au regard d'une épargne, des capitaux solidaires, une possibilité de pouvoir accompagner les entreprises. Ça modifierait aussi un certain nombre de choses au regard de la responsabilité à un moment où on rentre dans des situations de crise sociale importantes. Voilà, réussir, c'est pas tellement s'inscrire de dire dans la finalité c'est ceci ou c'est cela, mais c'est en tout cas refuser la fatalité. C'est à ce à quoi nous travaillons au sein d'Habitat Humanisme. Merci Bernard. Alors, je vous présente maintenant Dominique Lemaître. Donc, vous êtes directrice du mécénat à la Fondation de France, dont la vocation est de soutenir des projets innovants dans 3 domaines. L'aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l'environnement. Et vous avez initié, notamment il y a 2 ans, une grande enquête sur la solitude, dont j'aimerais bien que vous nous disiez 2 mots, parce que ça contribue aussi à planter le décor dans lequel vous intervenez chacun. Bernard Devers vient de dire ce sont les relations qui font vivre. Il ne pouvait pas faire une meilleure transition avec effectivement cette étude que nous avons menée. Alors pourquoi nous avons initié cette étude? Donc à la Fondation de France, juste en un mot, nous sommes le trait d'union entre les gens qui veulent agir, qui ont des moyens, qui veulent consacrer de manière volontaire et privée ces moyens à l'amélioration de la société et notamment à l'amélioration du sort de ceux qui ont les conditions de vie les plus difficiles. Et puis des porteurs de projets comme ces 2 interlocuteurs que vous venez d'entendre, qui sont sur le terrain et qui se battent pour faire valoir les droits de gens qui n'en ont plus ou pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc nous sommes à l'intermédiation entre les deux. Le travail que nous faisons, c'est de chercher, pour le compte de ces donateurs, accompagner ces donateurs pour qu'ils trouvent sur le terrain ces acteurs innovants, ces gens qui se battent. Parce que dans un monde de plus en plus ouvert, les rencontres ne se font pas spontanément. On croit que c'est facile de rencontrer quelqu'un qui, à l'autre bout de la France, mène un projet très intéressant quand on se propose de le financer. Ça ne va pas forcément de soi, surtout si ces initiatives sont petites, naissantes, modestes, qu'elles n'ont pas les moyens de communiquer dans un monde surencombré de ce point de vue-là. Donc, à travers tout ce que... Voilà, par rapport au tableau très noir que vous avez dressé en entrée, mais on reconnaît le climat anxiogène dans lequel on est aujourd'hui. Nous avons le privilège d'être à un endroit formidable, parce que nous sommes à la croisée des gens qui veulent faire quelque chose et puis des gens qui font. Et donc, nous avons une vision du monde, fort heureusement, d'un monde plus résilient,
positif. Et donc, cette étude, pourquoi? Cette étude, en fait, à travers l'ensemble des projets que nous soutenons, donc nous sommes une fondation généraliste, vous venez de le rappeler, c'est-à-dire que nous nous intéressons évidemment au sort des publics en difficulté et de manière prioritaire, mais aussi à tout ce qui fait avancer la société, comme le développement de la connaissance ou la protection de l'environnement. Et à travers l'ensemble des projets que nous soutenons, surtout d'ailleurs en faveur des personnes vulnérables, il nous est apparu de manière très évidente qu'au-delà des questions matérielles, un des grands fléaux, c'est l'isolement, la difficulté à se relier aux autres. Et c'est à travers cette difficulté que les gens vivent mal, en fait, beaucoup. Et donc, on cherchait un sujet qui réunisse toute notre action, et cette question de la solitude nous est apparue comme tout à fait évidente. Donc en 2010, on a lancé une étude approfondie, quantitative et qualitative, avec des échantillons très larges de population. Et ce qu'on a trouvé est très effrayant, ce qu'on a trouvé, c'est qu'environ une personne sur 5 se dit seule, objectivement seule, reliée à aucun de ces réseaux qu'on a identifiés, que sont la famille, les amis, le voisinage, le milieu professionnel ou le milieu associatif où on exerce des activités. Donc ce sont des gens qui déclarent n'avoir aucune relation dans aucun de ces réseaux. Et une personne sur 10 se dit en grande fragilité, enfin on constate qu'elle est en grande fragilité, puisque c'est une personne qui n'entretient des relations qu'à travers un seul réseau. Alors, pardon Dominique, je corrige vos chiffres. Vous m'aviez dit l'inverse au téléphone. Vous me disiez 1 sur 10 dans la plus grande solitude et 1 sur 5 en fragilité. Là, vous venez de dire l'inverse? Non, c'est... Ou c'est moi qui l'avais mal compris? Pardonnez-moi. Non, c'est très exactement 10% de gens qui sont dans la plus grande solitude effective, et c'est 25%, et 1 sur 5, excusez-moi, j'ai inversé les chiffres, 1 sur 5 qui se sent, oui, pardonnez-moi, en les disant, je les ai inversés, se sent donc en grande fragilité et susceptible de devenir seul, puisque n'ayant des relations qu'à travers un réseau. Au total, c'est 38%. Alors, la très très mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'on a fait, donc, on a refait une enquête cette année, 2 ans après, en 2012, et le phénomène progresse. Donc, il y a des raisons objectives à ça, mais ça ne rend pas plus optimiste pour autant. Les ruptures, d'abord, la plus grande mobilité. Il y a des gens qui partent plus de chez eux, par exemple pour aller faire des études, donc quittent le milieu familial, donc quittent déjà ce réseau, parfois leur réseau amical qu'ils ont tissé dans l'enfance et dans l'adolescence. Des ruptures familiales autour de 40 ans, les divorces qui sont un énorme facteur de solitude et d'appauvrissement d'ailleurs. Le chômage qui vous fait rompre avec votre milieu professionnel. Et puis évidemment la solitude liée au grand âge. On sait que la population vieillit, mais les gens vieillissent souvent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vouloir allonger la vie, il faut encore regarder ce que c'est que la vie quand on vieillit. Donc le phénomène, effectivement, tend à s'accroître, avec des endroits où c'est plus sensible. On constate notamment dans la comparaison des chiffres entre 2010 et 2012 que le milieu professionnel n'intègre plus. Intègre de plus en plus mal. Vous pouvez avoir un emploi et n'avoir aucune relation personnelle avec les gens avec qui vous travaillez, particulièrement quand vous êtes dans un emploi précaire. Autre phénomène, les personnes les plus en danger du point de vue de la solitude étaient, ça ne donnera personne, les gens qui étaient dans la plus grande précarité, mais c'est en train de remonter vers des gens, on va dire, vers les classes moyennes. C'est-à-dire que le phénomène s'étend. Donc toutes les actions que nous soutenons visent à enrayer ces phénomènes de solitude, bien évidemment. Et c'est de là qu'on est parti, c'est ça qu'on a vu dans ces projets qu'on soutient. On voit énormément de projets aujourd'hui naître, de projets de cafés sociaux. On s'en soutient de plus en plus. Parce que
soit c'est parce qu'en milieu rural où l'économie ne suffit plus enfin, je veux dire, ces lieux ne survivent plus avec une économie marchande, donc ils disparaissent. Mais les gens, ils en ont besoin. Ils ont besoin de lieux pour se retrouver, pour discuter, etc. Donc le monde associatif est en train de pallier cette disparition en créant des lieux qui ont des économies différentes. On a parlé d'entrepreneuriat social tout à l'heure. Ce sont aussi des projets qui visent à accueillir des gens qui sont mal logés. Dans Paris, il y a dans le nord de Paris un projet où des femmes seules, souvent avec des enfants, étant mal logées, peuvent aller dans un lieu où leurs enfants peuvent jouer, où elles-mêmes peuvent se reposer, lire dans un coin, ce qui est extrêmement précieux dans des situations où les gens sont soit en surpopulation dans leur logement ou dans des logements exigus. C'est aussi des projets, on parlait de logement et d'habitat, c'est des projets d'auto-réhabilitation de son logement. C'est des formules nouvelles, vous en parliez. C'est en fait, pour quelqu'un qui est dans un logement vétuste, pouvoir être accompagné par une association qui ne va pas faire à sa place, qui va faire avec lui, mais en le mettant en contact avec des spécialistes du bâtiment. Donc à la fois on se qualifie et à la fois on est accompagné pour rénover son appartement. Voilà. C'est aussi des associations, un dernier exemple, qui accueillent des personnes vieillissantes qui ont eu des parcours de vie extrêmement chaotiques et qui peuvent se retrouver dans la rue ou dans des systèmes de vie très précaires et qui donc sont accueillis par ces associations dans des maisons collectives où elles peuvent vivre de manière digne la fin de leur vie. Vous me disiez, Dominique, par rapport à cette perspective de recréer de la cohésion sociale, que ce qui était important pour vous à la Fondation de France de plus en plus, c'était de soutenir des projets qui s'inscrivaient dans une dynamique de collaboration avec les publics concernés par ces projets. Ça, c'est une chose à laquelle on tient énormément et qui a l'air d'être une sorte de filet d'eau tiède et en même temps est une chose extrêmement difficile à faire. On entend beaucoup parler de participation, mais la participation, la plupart du temps, c'est le fait des citoyens qui sont bien sur leurs deux jambes. Donc, c'est soit des comités de quartier, etc. Et on retrouve toujours des gens les plus actifs, les plus agissants. La participation des gens qui sont en grande difficulté, c'est tout autre chose. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont plus beaucoup de pouvoir sur leur existence. Et travailler avec eux pour qu'ils en reprennent, pour que les projets qu'on leur destine soient fabriqués avec eux, en tenant compte de ce dont ils ont vraiment envie et besoin, et pas simplement quelque chose qui est plaqué sur une situation qu'on pense d'en haut devoir améliorer, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est difficile à faire, mais quand on y arrive, ça marche formidablement bien. J'ai assisté à une journée un jour où des porteurs, des responsables d'associations sont venus avec les gens avec qui ils travaillaient, expliquer comment ils avaient travaillé ensemble. C'est tout à fait formidable. Je cite juste un exemple. Au bout de la presqu'île de Crozon, dans une institution psychiatrique, vous en parliez, un jour, le médecin s'entretenait avec les malades psychiques, terme que vous réfutez, mais qui est souvent tout de même utilisé. Et voilà, les gens étaient là, ils tuaient le temps, ils se sentaient mal dans cette institution. Et le médecin a été pris tout d'un coup d'une forme. Elle a dit, mais bougez-vous, inventez un projet et on vous soutiendra. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et elle a commencé à travailler avec ces personnes. Et petit à petit, il est venu l'idée qu'au fond, elles avaient des problèmes de mobilité, qu'elles étaient coincées au fond de leur institution, au fond de la campagne, et que finalement, elles avaient envie de bouger, etc. Et donc, ils ont travaillé à l'élaboration d'un projet qui visait à faire conduire une espèce de taxi collectif par les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que c'était elles qui allaient conduire ce taxi, aller chercher les personnes âgées au fin fond de la campagne pour faire une course, pour aller chez le coiffeur, pour des gens isolés, puisque le principal problème de cet endroit, c'est que c'est très isolé, que les distances sont grandes. Et il y avait donc un des protagonistes de l'affaire qui était là, et il disait, mais moi, tous les jours de la vie, j'ai du mal à me lever, sauf les jours où c'est moi qui fais le taxi. Merci beaucoup. Alors, je vous présente maintenant Alain Mergier, donc, qui est sociologue et sémiologue.
Alain, vous dirigez l'Institut Wei. Vous m'expliquiez que c'était en chinois l'incarnation d'un présent reconfiguré. Le mot, oui. Alors, je ne sais pas bien le prononcer en chinois, en fait. Mais ça veut dire, c'est le moment d'émergence du reconfiguré. On a trouvé que c'était plus simple en chinois, donc on a dit oui. Donc c'est un cabinet d'études spécialisées. Ça décrit assez bien ce qu'on essaye de, voilà. de faire, malgré tout. Donc c'est un cabinet d'études, effectivement, sociologiques, et nous travaillons pour... c'est un cabinet privé, c'est un laboratoire privé, donc nous ne dépendons pas de structures universitaires. Et nous travaillons pour le compte de grandes entreprises ou d'organisations, dont la Fondation de France, et notamment sur l'étude de la solitude, sur une partie, la partie qualitative de l'étude sur la solitude, dont Dominique Lemaitre, à laquelle Dominique Lemaitre faisait référence tout à l'heure. On travaille sur des problématiques qui sont quand même un peu particulières. On essaye on a un parti pris, je vais dire ça comme ça, qui est celui de considérer que les gens qu'on interviewe, nous faisons des entretiens qui sont des entretiens très longs, enfin on passe vraiment du temps avec les gens, on passe 2 heures, 2 heures et demie ou plus, enfin le temps qu'il faut avec eux, jusqu'à épuisement des forces des uns et des autres. Mais notre truc, c'est notre point de vue sur les choses, c'est de dire on considère ces gens comme les personnes que nous voyons, qui ne sont pas des experts, mais qui sont des experts de leur propre vie. Et que donc, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas l'opinion qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel sujet. Ça, l'opinion des gens, on s'en fout un peu, en quelque sorte. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ils vont construire cette opinion ou cette attitude sociale ou cette expérience sociale. Et donc, on va considérer les gens dans leur capacité à réfléchir sur eux-mêmes. C'est leur réflexivité qui nous intéresse. C'est pour ça que ça prend du temps, hein, parce que d'abord, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on s'intéresse à eux de cette façon-là. C'est d'ailleurs très important, le fait qu'on ne s'intéresse pas aux gens, et plus particulièrement, on va y revenir tout de suite, à ce qu'on appelle les milieux populaires. C'est des gens qui ne sont pas intéressants. Milieu populaire, c'est quand même 30% de la population française, hein, donc ça fait beaucoup de gens pas intéressants. Et donc, notre parti pris, c'est de dire, ben voilà, il y a une rationalité, dans tous les cas, ils vont raisonner avec cohérence, et on va essayer de capter, de comprendre de quoi cette cohérence est faite. Même si, et je vais évidemment vous choquer énormément, si cette cohérence, je l'espère dans tous les cas, même si cette cohérence va les mener à un moment je dis ça parce que c'est une partie de nos travaux qui est assez importante pour nous, à voter pour Marine Le Pen, par exemple, aux dernières élections. Donc voilà, notre problème n'est pas de dire vous êtes fous les mecs, vous ne savez pas ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Non, c'est dire, attendez, bon, vous votez, ok, comme ça. Voyons comment ce vote, cette décision que vous avez prise, voyons comment elle est produite. Et à partir de là, ces études, ces résultats sont communiqués, sont expliqués. En l'occurrence ici, des partis politiques qui ne sont pas celui de Marine Le Pen dans tous les cas. Voilà. Mais notre point de vue. Donc nous travaillons sur nous avons quand même un sujet privilégié qui est la question de la vulnérabilité sociale. J'entendais donc tout de suite Dominique Lemaitre parler de la question de la solitude. Je voudrais juste en dire un mot, d'autant plus que ce mot-là va résonner avec ce que j'ai entendu, et notamment dans la bouche de Marie-Noëlle, mais pas seulement tout à l'heure. La définition qu'on a trouvée de la solitude, elle est donnée par les gens que nous avons rencontrés. Moi, je pensais, et ce que pense un sociologue est toujours un peu bête, vous voyez, c'est un peu naïf comme ça. Je dis, bah, tiens, je pars, je vais voir ces gens. Puis on dit, je pense que la solitude, ça commence à partir du moment où quelqu'un ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre.
ne peut pas compter sur les autres. Il dit à ce moment-là, il est seul. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il est bien embêté quand il ne peut pas compter sur les autres, mais il n'est pas seul au sens où la solitude est une souffrance. C'est une souffrance. Il commence à souffrir de la solitude lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a personne qui compte sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est utile, c'est pour ça, Marie-Noël, vous parliez de ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'est utile à personne. Et à ce moment-là, la solitude devient véritablement une souffrance, une mise à part. Ils sont à l'écart de l'utilité pour l'autre. Voilà, une logique qui est extrêmement forte chez toutes les personnes que nous avons rencontrées. Redonnez-moi la capacité, ou redonnez-moi. Je vais me sortir de cette solitude à partir du moment où j'aurai la capacité d'être utile à quelqu'un d'autre. Utile, quand je dis utile, d'apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Je me suis repris en disant « donnez-moi la possibilité ». Mais non, bien sûr que non. C'est pas ça le problème. C'est créer des conditions dans lesquelles moi, je vais me donner la possibilité d'être utile à quelqu'un d'autre. Il y a là, dans cette relation-là, être quelque chose pour quelqu'un d'autre, au travers de la solitude. On peut voir, je pense ici, une des définitions, une caractéristique, une dimension extraordinairement importante de ce qu'on appelle la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale, c'est pas seulement, c'est aussi une organisation institutionnelle, c'est aussi des lois, c'est aussi une solidarité institutionnelle, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Bien entendu, ce n'est pas que ça. Il y a très concrètement, dans ce qui est vécu par les gens, ce supplément, entre guillemets, comme ça, sans lequel il n'y a plus rien qui tient ensemble, et que je voudrais dénommer comme ça le don. Pas seulement le don que vous allez faire, certainement, pour la Fondation de France en sortant d'ici. Vous avez les formulaires. Mais aussi, celui-là, c'est du don, d'accord ? Mais il y a, je dirais, le don de soi. Quand je dis j'ai besoin d'être utile à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire j'ai besoin de donner de moi-même à quelqu'un d'autre. Eh bien, la cohésion sociale, c'est lorsque on accepte mon don. Vous savez, dans Marcel Mauss, etc., toute la théorie du don, on connaît pas, enfin c'est facile. Il y a un moment qui est très important quand je donne dans le don, dans l'économie du don. Si je vous donne, Dominique, je vous donne un stylo, d'accord ? Je vous donne un stylo. Il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, c'est... Voilà. Dans le don, voilà, c'est ça. Le moment le plus important, c'est pas quand je donne le don, enfin je prends un petit peu un risque, c'est quand on reçoit, c'est quand l'autre reçoit. C'est-à-dire que là, il me met dans une position d'être utile, vous voyez ce que je veux dire, d'être quelque chose, moi, pour lui, pour Dominique, ici. D'accord ? C'est ce moment-là qui est très important. Puis un deuxième moment qui est important, c'est qu'à partir du moment où Dominique a accepté le don, je sais qu'il va y avoir un contre-don. Je sais qu'il va y avoir un contre-don. Ce contre-don n'est pas... Elle a une façon, Dominique, de me ruiner complètement mon geste et de me renvoyer. Si elle me dit « Oh, merci !» D'ailleurs, attendez, elle sort 2,50 €. Alors là, elle a refusé mon don en tant que don. Nous sommes rentrés dans un échange qui est tout à fait licite d'ailleurs, mais qui est un échange monétaire, un échange commercial. D'accord ? Et évidemment, c'est utile. Mais si elle... Si elle accepte mon don en tant que don, sans me redonner 2,50 €, il faudra en discuter. Eh bien, je sais il va y avoir un don en retour. Ce don en retour, si même, c'est un point très important, il est dans le temps. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Il va pas me ressortir immédiatement quelque chose de ta poche en disant non. Donc le don, la relation de don, crée du temps dans lequel il y a eu acceptation, il y a eu un échange qui n'était pas un échange monétaire, qui n'était pas un échange commercial. J'ai rien contre, hein, attention, vous avez compris,
qui n'étaient pas ceux de cet ordre-là, parce que par ailleurs, nous avons aussi des échanges commerciaux avec la Fondation de France et Dominique. D'accord ? Je vais d'ailleurs... non, enfin, après. Mais qui vient au-dessus de cela, si vous voulez. Et qui fait d'ailleurs qu'avec la Fondation de France, avec Dominique Lemaitre en particulier, nous avons des échanges qui ont une qualité humaine, et je vais le dire comme cela, qui va de personne à personne. Et non pas d'acteur économique à acteur économique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une chose, je reprends l'exemple de l'étude et un certain nombre de choses que nous avons pu voir. Entre parenthèses, une chose quand même très intéressante, c'est que c'est en regardant ce qu'il en est de la question de la solitude et de son développement fort en France aujourd'hui, qu'on peut mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cohésion sociale. De la même façon, dans les deux témoignages que nous avions extrêmement intéressants tout à l'heure, je mets mes lunettes parce que je n'ai pas de mémoire, de Bernard Devers et de Marie-Noël, on voit que c'est dans des situations, je dirais, extrêmes, où les choses se sont cassées, que l'on peut mieux comprendre ce que la normalité, entre guillemets, de la cohésion sociale doit être et ne peut pas ne pas être. Ce que je veux dire, c'est que dans l'échange qui va au-delà de l'échange marchand, on rentre dans un type de relation qui sont des relations interpersonnelles. Ce n'est pas interacteur ou inter-individu, c'est interpersonnel. Et là, je m'arrêterai là parce qu'il faut bien que je m'arrête. Mais il y a beaucoup à dire. Mais je pense que je suis très optimiste, moi. C'est une sorte de maladie. Mais je suis très, très optimiste parce que je vois la façon dont les gens, et particulièrement, on mène beaucoup de travaux sur les jeunes, sur la génération des 15-25 ans, et je vois à quel point les choses sont en train de se transformer, et notamment sur la question des solidarités, sur cette question-là. Il y a une véritable réinvention des notions en cours, des notions de solidarité qui, je dirais, va réduire considérablement cette espèce de paradoxe que l'on peut énoncer, que vous avez énoncé, Laurence, tout à l'heure, entre une société alors, dite individualiste, etc., bon, okay, et en même temps des conditions de vie sociale qui exigeraient des solidarités aujourd'hui beaucoup plus fortes. Je pense que la jeune génération est en train de réinventer des solidarités fondées sur la question de la personne et sur les relations interpersonnelles. Ça reste à développer, mais dans tous les cas, la nécessité de cette solidarité est totalement vécue. La nécessité, quand il y a nécessité, vous savez, c'est bon signe. Ça permet d'inventer, de donner l'énergie nécessaire pour inventer, pour créer, pour innover en matière de relations sociales, et notamment très précisément sur les questions de solidarité. Mais peut-être au cours des questions qu'on aura, on pourra revenir sur cet aspect-là. Alors, on va passer maintenant à vos questions. À propos de jeunes, vous savez qu'il y a dans chacun des débats un panel d'étudiants qui a travaillé sur des questions à poser aux intervenants. Aujourd'hui, ils sont deux. On a ici Quentin et Tricia qui viennent de Sciences Po et qui ont peut-être chacun une question à poser. Et puis ensuite, on passera à vos questions à vous. Merci beaucoup. Ça fonctionne pas ? Peut-être on peut... Ah, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions qui sont riches en apprentissage. Une première question pour Alain Mergier. Martin Hirsch disait que les Français sont généreux avec leur argent de façon inversement proportionnelle à leurs revenus et que c'était là une caractéristique française, donc que le don moyen est plus fort chez les petits revenus que chez les grands revenus. Donc je me demandais comment est-ce qu'on peut expliquer cela et si la générosité n'est pas spontanée chez les très hauts revenus, faut-il alors adopter une stratégie de séduction à l'instar des galas de charité comme aux États-Unis ou d'abattements fiscaux? Est-ce qu'une solidarité totalement désintéressée est possible?
Il y a beaucoup de questions dans la question en réalité, dont certaines, dont Dominique Lemaitre sera plus en mesure et en capacité de répondre. Pourquoi donc la phrase de Martin Hirsch, c'est la générosité est inversement proportionnelle au niveau du revenu. Elle est directement proportionnelle en réalité au niveau d'expérience de la vulnérabilité. C'est-à-dire plus on fait l'expérience de la vulnérabilité, plus on sait ce que c'est, plus effectivement, ça il n'y a pas qu'en France, hein, plus on sait que donner un sens immédiat et fort. Donc voilà, là, on sait ce que ça veut dire. Le don a un sens très simple. Après, si on compare les hauts revenus ou les très hauts revenus aux dons des personnes qui ont moins de moyens, il faut savoir que c'est pas le processus du don n'est pas le même du tout. Il est d'une certaine façon un peu inverse. Encore une fois, chez les personnes les plus vulnérables, le don a un sens immédiat. Donc ça va de soi, quelque part. Parce qu'on sait ce que c'est. Le problème des riches, si je puis dire, c'est une sorte d'infirmité, si vous voulez. Ils ne savent pas ce que c'est que cette vulnérabilité de la vie quotidienne, hein, j'entends. D'accord ? Parce qu'un chef d'entreprise qui peut gagner très bien sa vie, c'est bien ce que c'est que la vulnérabilité, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la vulnérabilité quotidienne, c'est-à-dire celle où je ne sais pas très bien où je vais dormir demain. Je ne sais pas très bien si je vais pouvoir finir le mois, à la fin du mois, si mes enfants pourront... Ouais, c'est cette vulnérabilité-là dont je parle. Pardonnez-moi. Et donc, ce que l'on constate chez les personnes, disons, qui ont beaucoup de moyens, c'est qu'ils ont un autre problème, qui est aussi un problème de sens, qui est, alors là c'est très particulier à la France, je crois, enfin c'est au moins, si on compare avec les États-Unis, c'est au moins très spécifique à la France, c'est que quand on a beaucoup d'argent, à un moment donné, il faut lui redonner sens. Il faut redonner sens à ça. Et que donc le don s'inscrit dans un processus de production de sens de son propre argent. C'est quelque chose qui est très déterminant. Donc les processus, vous voyez, sont complètement différents. Donc les comparer est un peu artificiel. Après, est-ce qu'il faut des galas et toutes ces choses-là ? Là aussi, je pense qu'il y a une grande différence. Je ne suis pas sûr du coup, du tout. La défiscalisation, c'est autre chose. Mais je vais donner Mais les grands galas, je dirais ostentatoires, je pense que ça fonctionne pas nécessairement bien en France, comparativement aux États-Unis. Pour la raison suivante, c'est qu'aux États-Unis, ces galas, ce sont des célébrations de la richesse. Vous voyez, ce sont donc d'où la dimension ostentatoire extrêmement forte. Ce sont des grands-messes à l'argent, dans lesquelles on fait un sacrifice, mais sacrifice sur l'autel de l'argent. En France, c'est pas le cas, ça n'existe pas ces choses-là. On fait pas, ou alors vraiment entre soi, mais c'est pas bon. Lorsque les très riches donnent, encore une fois, ce n'est pas un sacrifice sur l'autel de l'argent, c'est sur l'autel du social, enfin, l'autel du bien commun. C'est là où ça prend sens. Il n'y a pas de déficit de sens de l'argent aux États-Unis. L'argent a toujours sens. C'est garanti. C'est dans c'est dans le billet. Vous voyez le dollar, comment il est rédigé. C'est-à-dire, c'est simple. Il y a Dieu, il y a bon, bref. Donc, ok, c'est garanti, si vous voulez. C'est une autre culture. Hein, j'ai rien contre. Hein, enfin, bon. Je ne me sens pas à l'aise, mais c'est autre chose, mais j'ai rien. Bon, voilà, c'est ici. En France, non. Donc, pour cette raison, je pense que l'histoire des galas n'est pas totalement dans la culture du truc, mais peut-être que Dominique va avoir un autre point de vue sur la chose. Non, je voudrais juste souligner que... Voilà, je voudrais parler de la question de la générosité des plus riches. D'abord, elle est en train de changer beaucoup. Pour plusieurs raisons. Il y a un système d'incitation fiscale en France qui est très favorable depuis peu de temps, mais très favorable depuis 2003.
Et puis, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, c'est vrai que les situations américaines et les situations françaises sont très différentes, mais il y a des convergences qui sont en train de se créer. On était dans un système où l'État, en France, on était dans une situation où l'État et les collectivités publiques étaient supposées couvrir toutes les causes dites d'intérêt général. On sait que, compte tenu de leurs moyens, elles sont de moins en moins seules et hégémoniques sur ce sujet. Et donc, je crois que d'une certaine manière, une des bonnes nouvelles de l'affaire, c'est que ça a fait émerger le sens des responsabilités d'un certain nombre de gens riches. Il y a un certain nombre de... Aujourd'hui, le mouvement de la philanthropie d'abord monte, la philanthropie se développe, et puis elle se rajeunit. C'est-à-dire que c'était essentiellement le fait de gens très âgés qui avaient pourvu à tous leurs besoins à la fin de leur vie. C'était plutôt une réflexion pour après leur disparition. Qu'est-ce que mon patrimoine va devenir ? Finalement, ce serait très bien que ça serve à l'intérêt général. Aujourd'hui, ces philanthropes se rajeunissent considérablement. Ils considèrent qu'ils ont suffisamment d'argent pour faire face à leurs besoins, à ceux de leurs enfants et pour faire autre chose. Alors, il y a quelque chose quand même que les États-Unis nous ont montré, c'est l'histoire de Bill Gates. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette accumulation d'argent issue de son travail d'entrepreneur de plus intelligent que de le redonner à la société? Et moi, quand on me dit, mais Bill Gates, très généreux ce qu'il a fait, je dis non, c'est pas très généreux. Il a tellement d'argent que jusqu'à la 3e, 4e, 5e génération d'en dessous, personne ne pourra dépenser tout cet argent. Ça n'a aucun sens. Donc, au-delà de ses propres besoins, l'issue logique de cette affaire, c'est la redistribution à la collectivité. Voilà. Il y a quelque chose, je dirais, dans la générosité des gens fortunés ou aisés qui aujourd'hui vraiment est de l'ordre de la responsabilité, voire, les Américains disent parfois, du calcul. Qui vit bien dans une société où il y a des gens qui vivent très mal ? Est-ce que c'est bien vivre que de se mettre derrière des barbelés dans des résidences pour riches parce qu'il y a de l'insécurité, de la criminalité, des difficultés ? Non. Donc, sans aller jusqu'à dire que ces gens le font par calcul, je dirais qu'il y a quelque chose de raisonné dans l'acte des gens qui... Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. On va prendre la question de Quentin maintenant. Oui, donc je vous remercie également pour toutes vos interventions. Et ma question concernera davantage M. Devert. Je suis étudiant dans le domaine de la ville à Sciences Po. Donc je suis sensible à toutes les questions de logement et du rapport que ça peut avoir à la logique d'inclusion ou d'exclusion. Et en fait, ma question concerne... là, on réfléchit actuellement à la mise en place d'un deuxième volet du programme national de rénovation urbaine. Et moi, je voulais savoir si, selon vous, la mise en place effective de ce programme national de rénovation urbaine va dans le sens d'une meilleure cohésion sociale ou en tout cas d'un meilleur vivre ensemble, parce que la logique, c'est bien celle-là, c'est par l'amélioration du cadre de vie des personnes qui habitent les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, les rapprocher du dedans, quoi, en fait, des personnes qui sont incluses dans la société. Mais en même temps, on voit bien que la mise en place de ce programme, notamment par le coût plus élevé des charges à l'intérieur des logements rénovés, exclut encore plus finalement une certaine frange de la population qui dispose le moins notamment de ressources économiques. Donc voilà, je voulais avoir votre point de vue sur la question. Comment vous répondre ? Je crois que la réponse, elle doit être, me semble-t-il, nuancée. Tout ce qui conduit aujourd'hui à faire en sorte de construire et de construire mieux me semble quelque chose de tout à fait nécessaire. Il y a une exclusion aussi des personnes par des biens qui sont des biens que personne ne veut. Et on se trouve aujourd'hui confronté à un problème absolument majeur, c'est celui de la solvabilisation. Et vous, dans votre question, vous l'évoquez, des personnes qui ont des très faibles revenus. Nous savons en France, notamment avec l'aide personnalisée au logement, la fameuse APL, nous savons solvabiliser au regard des loyers. Mais nous ne savons pas solvabiliser les personnes au regard des charges. Or, vous avez actuellement 3,5 millions de logements, si vous me permettez l'expression, qui sont des passoires sur le plan énergétique. Le coût des charges est plus élevé que le montant des loyers. Et donc, on se trouve dans une situation d'insolvabilisation, en fait,
des personnes les plus pauvres. Et en plus, naturellement, ces logements sont souvent des logements qui marquent une grande ghettoisation. Alors on est dans une impasse, parce qu'en fait, il s'agit de construire mieux, et dans le même temps, donc plus cher, et dans le même temps, de permettre en fait aux personnes les plus fragilisées d'avoir accès au logement. Cette crise du logement, elle marque quand même l'indifférence de notre société. L'appareil de production est un appareil qui permettrait de construire 500 000 logements par an. Qu'est-ce qui manque comme logement en France? Il manque à peine 1 million de logements. À peine 1 million de logements. Et nous avons dans les 8 premières agglomérations françaises 400 000 logements qui sont vacants. Alors vous allez me dire, mais comment vous sortez ce chiffre? Parce qu'en fait, souvent, on reproche au monde associatif en fait, d'aggraver les situations. Alors c'est facile de pouvoir trouver là, ce chiffre. Vous allez sur Internet et puis vous prenez en fait la rubrique sur la pénalité au regard des logements vacants. Cette pénalité, elle représente 17 millions d'euros. Et le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui reçoit cette pénalité, interrogé, me dit voilà, ça représente à peu près 400 000 logements. Donc dans les 8 premières agglomérations, c'est-à-dire là où la situation est la plus tendue. J'étais il y a 48 heures avec un certain nombre d'associations pour rencontrer en fait Madame Cécile Duflot et nous avons évoqué avec elle cette question. Nous préconisons aujourd'hui qu'il y ait, sans doute il faudrait que ça soit évoqué lors de la conférence de la pauvreté qui va se tenir les 10 et 11 décembre, qu'il y ait un financement spécifique pour les populations les plus fragilisées. Une association comme la nôtre, qui intervient naturellement que pour les populations très fragilisées, mais en faisant en sorte naturellement que les populations fragilisées ne se retrouvent pas entre elles. Et donc nous travaillons sur cette diversité sociale, sur ce vivre ensemble. Eh bien, nous n'arrivons pas parfois à solvabiliser ces personnes. Le montant du loyer du prêt locatif aidé d'insertion, c'est-à-dire le prêt, qui est le prêt qui permet, en fait, qui est le prêt le plus social qui existe, ça représente un loyer qui est de l'ordre entre 4 et 5 euros du mètre carré habitable. Et donc c'est encore trop élevé au regard des charges. Donc il faut absolument travailler sur un autre type de financement. Sinon, eh bien, c'est consentir finalement à rester dans une forme d'indifférence. Ces personnes n'auront pas accès au logement. Alors vous allez me dire, mais comment faire alors? Parce qu'en fait, et vous l'avez, voilà, ça a été évoqué aussi, les pouvoirs, on assiste aujourd'hui, en fait, au moins, là aussi je vais essayer d'être prudent dans l'expression, mais on assiste au moins à un affaiblissement de l'État-providence. Et donc il faut pouvoir intervenir en fait auprès de l'épargne privée et de cette épargne solidaire. C'est pour ça que j'évoquais dans mon propos qui était trop rapide bien évidemment, mais sur le fait qu'il y ait un fonds qu'il y ait 140 milliards qui sont en fait investis au titre de l'épargne des contrats d'assurance vie. Il ne s'agit pas de voler, naturellement, de soustraire aux porteurs de ces contrats en fait cet argent, c'est de les inviter en fait à investir dans ce qu'on appelle des sociétés solidaires, dans des foncières solidaires. C'est-à-dire qu'ils vont se porter acquéreurs, ces foncières vont se porter acquéreurs de terrains et ces terrains seront loués. C'est le démembrement de la propriété, je veux dire en fait on a le droit romain offre des possibilités d'imagination, d'innovation tout à fait réelles. Faire en sorte que l'on ne paye pas sur en fait un terrain, mais qu'en fait on paye une location par rapport à ce terrain. Et donc là, on va permettre en fait une meilleure solvabilisation des populations fragilisées. Jusqu'à maintenant, c'était impossible. Enfin, jusqu'en 2010, c'était impossible, puisque la Caisse des dépôts et consignations refusait de mettre un prêt locatif aidé d'insertion sur ce prêt, sur un usufruit.
Il y a eu un décret qui permet aujourd'hui sur un usufruit de pouvoir mettre en place ce financement. C'est une véritable avancée, mais encore faut-il finalement que les collectivités locales, les mairies, etc., consentent à ce que dans les villes, eh bien, il y ait des logements pour les populations les plus fragilisées. Je tairai le nom d'une commune qui fait... non, mais... voilà. Le député maire de cette commune, pour la rentrée de septembre, fait une note à tous ses concitoyens en disant « Notre ville, elle a réussi ». Et notre ville, elle a réussi, en fait, en faisant en sorte que notre population, elle est très homogène. Eh bien, c'est ce que vous avez évoqué. Quelle est l'attention à l'autre? Comment, finalement, au cœur de ces agglomérations, en fait, on peut avoir le sens d'un avenir si on ne permet pas précisément à des personnes fragilisées de pouvoir découvrir qu'elles ont aussi leur place. Et que toute la grande question, ce n'est pas simplement une mobilisation des questions financières, c'est aussi un certain regard. Est-ce que nous parviendrons en fait à entendre au fond ce cri de ces hommes et de ces femmes qui nous disent « Il n'y a donc personne pour entendre, il n'y a donc personne pour comprendre ». Et lorsqu'on se met à entendre et qu'on a l'audace un peu de tenter de comprendre, alors s'ouvrent des propositions. Vous savez, je crois que ça a été très très bien vu par Paul Ricoeur, qui dit que l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, il est confié à notre soin. Et bien, tant que ce prendre soin ne sera pas partagé, au fond, nous resterons sur la question du logement, notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre du palliatif social. On va prendre les questions dans la salle. Peut-être d'abord une question pour Marie-Noëlle, pour alterner un petit peu les intervenants. Oui. Un micro par ici. Oh, ça y est, ça arrive. Oui, bonjour. Brune Alves, je suis médecin spécialiste de santé publique. En fait, justement, sur cette question du palliatif social, moi, je m'interrogeais par rapport à ce que peut apporter une association comme les Invités au Festin. J'ai pas beaucoup de proximité avec la santé mentale. J'ai vécu une expérience d'aller moi-même en hôpital psychiatrique et c'est vrai que moi, au contraire, ça m'a beaucoup apporté parce que j'étais dans une unité de soins ouverts et je suis arrivée, je connaissais pas grand-chose sur la psychiatrie et j'avais peur. J'avais très peur et au bout de 3-4 mois avec eux, j'avais plus peur du tout. À tel point que pendant longtemps après, quand il y avait des patients avec des problèmes psychiatriques, on me les envoyait toujours en disant « Ah oui, toi, tu as une veine de psychiatre qui n'est pas du tout vraie, qui n'est pas du tout technique, mais c'est juste une façon de les approcher autrement. » Alors moi, ce qui m'interrogeait, c'est comment est-ce qu'avec une structure aussi petite, on peut vraiment imaginer créer une cohésion sociale autrement que par les modèles. Quand vous dites il y a les hommes politiques, les conseillers municipaux qui viennent manger avec nous, c'est quand même un mode de vie qui est différent de celui de la plupart des personnes dans la société. Vous partagez beaucoup de choses dans le quotidien que la plupart des gens ne partagent pas. Donc il y a des différences pragmatiques dans la façon de vivre. Comment est-ce faire en sorte que vous ne soyez pas vus comme des espèces d'excentriques qui sont juste à vivre ensemble pour donner un exemple qui ne sera jamais viable comme projet de société? C'est sûr qu'on nous le dit, hein, que c'est utopique de penser qu'on va répandre ce modèle partout et puis que tout le monde va devenir comme ça, on va tous vivre en communauté. Hein. Mais on parle pourtant d'une communauté dans un pays. On parle d'une communauté de citoyens. Donc, mais ce sont les valeurs citoyennes. Nous, on ne les a pas inventées. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce qu'au fronton de toutes les institutions publiques. On ajoute solidarité, hein, solidarité, effectivement, économie sociale. Mais ça, c'est pour promouvoir ces valeurs-là. Nous, on le vit à petite échelle. On ne peut pas vivre ça à grande échelle, même à l'échelle d'un village, enfin déjà plus, ou d'une ville, forcément. Mais comme on le dit dans ce paradoxe, actuellement,
actuellement, il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre comme ça, ces valeurs, pas forcément les vivre en communauté, mais si vous êtes là, c'est que toutes ces valeurs-là, elles sont chères à votre cœur et que vous essayez certainement de les vivre autour de vous. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se disséminer par contagion. Ils l'ont fait, on peut le faire. Enfin, je sais qu'au niveau des parents, au niveau des gens qui nous connaissent, ils ont dit ils sont arrivés à faire ce lieu, alors que c'était pas forcément évident. Il y a un désir au départ, après l'application, l'incarnation. C'est difficile, faire du logement, c'est très difficile, de plus en plus d'ailleurs. Ça serait aujourd'hui, on pourrait pas refaire ce qu'on a fait il y a 10 ans. On n'aurait pas l'autorisation. Maintenant, il faut être une grosse association, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de l'argent derrière soi. On ne pourrait plus. À l'époque, on n'avait pas le premier centime pour payer les remboursements d'un couvent qui valait quand même 3 millions de francs. Donc c'est de plus en plus difficile. Mais on l'a fait. Et je pense que c'est une utopie. L'utopie, c'est d'avoir une vision de ce qui n'existe pas, mais du réel, qui doit advenir, et c'est s'engager pour le faire. Et les utopistes sont créateurs de structures sociales. Si tout le monde a l'utopie de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, ce qui devrait être quand même le cas de beaucoup de gens, on s'y met, on y va, et c'est comme ça qu'on innove. Et c'est en gardant au cœur cette vulnérabilité. Donc j'étais contente d'entendre ce qu'a dit tout à l'heure Alain, quand il dit que les gens qui donnent, c'est les gens qui sont vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils se laissent toucher, parce qu'ils enlèvent leur carapace. L'a dit aussi Bernard. Si on est dur, si on ne ressent rien, on ne va rien faire pour les autres, on va s'isoler. Et je crois que vraiment la solution, c'est de se laisser toucher et d'agir. Et nous, on a un lieu, on a 2 lieux. Maintenant, il y en a une dizaine de projets en route sur toute la France. Il y a plein de gens qui ont envie de vivre cette philosophie. Et il y a plein de gens dans tous les domaines. Il y a le logement, il y a l'agrobiologie, il y a des gens comme Pierre Rabhi, comme Jean-Baptiste de Foucault, comme Patrick Vivray, tous ces gens, Edgar Morin, tous ces gens-là vont dans le même sens et ils créent le pacte civique. Et tout ça, toutes ces petites initiatives tout partout et dans tous les domaines, c'est ça qui va vraiment faire changer. Et un beau jour, ça va basculer. Parce qu'on croit qu'on est tout seul à faire de notre côté. Nous, c'est rien, c'est des petites lumières. Mais déjà, heureusement qu'il y a des petites lumières dans un tunnel, dans la nuit, les étoiles. C'est quand même merveilleux, les étoiles. Mais alors, tout ça, le jour va venir. Moi aussi, je ne suis pas complètement pessimiste. Et si on croit vraiment à ça, ça basculera. Et c'est vrai que les gens qui font quelque chose, ils croient qu'ils sont tout seuls dans leur coin. Vous savez, les créatifs culturels, c'est un mouvement là où ils pensent qu'ils sont 4-5%. En fait, il y aurait au moins 25% de gens qui pensent comme ça. Et je pense que de jour en jour, il y en a plus. Et ça fera basculer les choses. Voilà. Moi, c'est mon rêve, c'est mon utopie. Voilà. Il y a une question de monsieur là, le micro, je ne sais pas où il est. Bonjour. Ça marche, oui. Bonjour Dominique Deloche, je suis coach consultant d'entreprise. Je voudrais interroger tous les 4 par rapport à des personnes comme vous qui sont tellement engagées dans la vie sociale. Pourquoi, au niveau sociétal, au niveau social, pas du tout au niveau politique, il est aussi difficile d'organiser le mentorat qui me semble quand même quelque chose qui pourrait avoir une résonance par rapport au moins au témoignage que vous avez évoqué. Je sais que c'est un peu mis en place dans d'autres pays comme au Canada, et en France c'est très très difficile effectivement de le mettre en place, au moins entre les générations. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste le mentorat, voir si quelqu'un ici est le plus inspiré pour répondre ? Le mentorat, c'est-à-dire effectivement que d'utiliser, vous parliez du don ou de l'engagement, et cette possibilité pour des personnes d'expérience ou plus âgées de prendre en charge ou de vivre avec ou de rassembler effectivement des personnes plus en difficulté, plus jeunes peut-être, et de s'engager, que ce soit effectivement dans le monde médical ou dans l'habitat ou effectivement sur des projets. Et en France, c'est excessivement difficile à mettre en place. On trouve ça dans les grands groupes, c'est le terme de tutoring ou des salariés plus expérimentés partagent. C'est structurel dans des entreprises, mais au niveau sociétal, ça n'existe pas. Une expérience de ça, l'un ou l'autre, dans vos domaines, de partage d'expérience et de savoir-faire ?
Au fond, ce que vous soulignez, c'est que l'engagement qui est le nôtre, et que d'aucuns ici partagent, est insuffisant, et vous avez raison de le souligner. Comment passer, en fait, à la dimension politique? Si on parle sur la question du logement, par exemple, à toutes les élections, ou presque à toutes les grandes élections, la question du logement, elle est évoquée, et elle est évoquée d'autant plus qu'en fait, on s'éloigne du jour de l'élection. Et puis, quand on s'en rapproche du jour de l'élection, finalement, la question du logement est une question qui est presque silencieuse. Et donc, il y a une sorte de peur d'aborder autrement, finalement, les questions sociétales. Il me semble que l'urgence, ça serait qu'il y ait une sorte de pacte à partir duquel émergerait une approche à partir de laquelle on demanderait que soit revisité le sens de l'agir. Revisiter le sens de l'agir. Alors je pense par exemple à une opération comme à Versailles. On a eu la chance d'avoir comme maire M. Étienne Pinte, qui s'est beaucoup engagé sur les questions de la pauvreté. On a pu réaliser au centre-ville de Versailles une maison relais pour des personnes qui sont aussi touchées par des difficultés psychiques et par des personnes en situation de très grande fragilité parce qu'elles étaient à la rue. Ça a été une situation, ça a entraîné en fait bien des oppositions, bien des crispations. Puis finalement, on a été convoqué par le maire, donc par Étienne Pinte, qui avait réuni qui avait réuni son staff. Et puis il nous dit présentez votre opération. Et le député maire dit écoutez, moi, dit à ses collaborateurs, à ses élus, moi je ne vois pas pourquoi en fait on s'opposerait à cette opération. Et alors il y a un élu qui lui dit monsieur le maire, vous n'y pensez pas? Et à quoi je ne pense pas? Mais nous sommes à un an des élections. Alors si on fait passer ce projet, en fait ça va être très difficile. Et ce maire de répondre, madame, je ne me suis pas fait élire pour repasser, je me suis fait élire pour faire passer des projets. Et donc, heureusement, il y a des hommes et des femmes qui ont ce courage et cette audace. Et finalement, cette opération, elle a permis de briser les peurs. Parce qu'on ne brise pas les peurs avec les discours. En tout cas, pas avec les miens. Je ne sais pas faire. On brise les peurs à partir, en fait, de projets concrets et à partir desquels, finalement, on se dit, mais on avait fait un drame d'une situation et puis ça se passe bien. Et quand vous demandez aujourd'hui, en fait, à ces personnes qui ont été logées dans cette maison relais, où vous avez passé vos vacances au mois d'août ou au mois de juillet, vous savez ce qu'ils vous répondent? Mais j'ai passé 8 jours, j'ai passé 15 jours dans la propriété, en fait, de riverains. Donc, ayons l'audace de faire naître des projets. Suscitons précisément cette épargne de solidarité pour se donner les moyens de faire changer une réalité sociale et nous ferons tomber les peurs. Et parce que nous aurons fait tomber les peurs, finalement, nous parviendrons à entrer dans le champ des possibles. Je pense à une autre opération qui s'est faite avec c'est fait avec Habitat Humanisme, mais ce n'est pas Habitat Humanisme qui en a eu l'initiative. C'est en fait le proviseur du lycée du Parc, qui est un des grands lycées qui prépare aux grandes écoles. Ce proviseur, Pierre-Jean Bravo, vient nous trouver parce qu'il apprend qu'on a la chance de pouvoir réaliser une opération à côté du lycée, dans un quartier le plus résidentiel de Lyon. Et il dit, mais moi, j'ai 1800 élèves qui sont en classe prépa. Sur ces 1800 élèves, il y a très peu, en fait, d'étudiants issus des milieux fragilisés. Alors, il a pris son bâton de pèlerin, est allé voir, en fait, les collègues, proviseurs dans des quartiers sensibles, et en leur disant, mais vous devez bien avoir des garçons et des filles qui ont les capacités intellectuelles et psychologiques de préparer les grands concours. Il en a reçu 100. Sur les 100, 80 sont rentrés, en fait, en classe prépa du lycée du Parc. Alors se posait naturellement la question du logement, puisqu'en fait, dans ce quartier qui est très cher, il n'y avait pas de possibilité pour, en fait, les étudiants. Et on a réalisé, en fait, sur ce programme, sur les 80 logements, on a réalisé une unité de 80, un foyer de 35
de 35 logements pour ces étudiants. Alors on a eu un blocage terrible, les permis de construire qui ont fait l'objet de recours, etc. Je veux dire cela pour faire sourire, mais en fait, moi, ça me fait un peu sourire jaune. Quelqu'un qui m'a dit, mes pères de verre, mais en fait, vous nous posez des vrais problèmes, vous nous faites du tort. Quel tort? Eh bien, vous réalisez, en fait, dans un quartier tranquille, un logement qui va accueillir, en fait, des gens qu'on ne veut pas voir, finalement. Alors, je dis, mais madame, qu'est-ce qui nous réunit précisément? Puisque c'était dans une église, ce propos. Et elle me répond, père, s'il faut se mettre à croire à l'évangile. Alors, je suis navrée, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. J'espère que vous aurez appris plein de choses, à défaut de pouvoir poser des questions, mais c'était... Merci. Merci beaucoup.